Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo C8300. Ah oui, c'est un peu la tête qu'on fait quand on sort. On se dit, est-ce que c'est bien finalement? C'est toute la question, hein. Même si, au fond de nous, on le sait, hein, ce n'est pas un choix. Alors, c'est bien ou c'est pas bien? Au fond de nous, on le sait déjà. Non, c'est un peu le propos du film d'ailleurs, hein, ça m'a fait un petit peu rire. Ce système finalement de choix, qui n'en est pas un, hein, évidemment. Eh bien, je vais vous parler de ce film que j'ai vu donc en avant-première mardi soir. C'est parti pour Matrix Resurrections. Oh yeah. Allez, c'est parti donc pour Matrix Résurrection, quatrième opus canonique de la licence Matrix. Hein, Matrix que l'on a vu notamment depuis pas mal de temps. 99, le premier épisode qui était excellent. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. C'est vrai qu'avec le recul, autant au début, quand je l'ai connu à l'époque, j'étais vraiment jeune, donc du coup j'avais pas tout compris, tout saisi évidemment les tenants et aboutissants du premier épisode. C'était encore pire avec le 2 et le 3 où j'ai eu vraiment du mal à comprendre un petit peu comment ils voulaient expliquer certaines choses, notamment tout ce principe avec le monde réel ou non, avec les machines et ce genre de choses. Et avec une deuxième relecture, forcément, plus tard, quand tu commences à grandir et quand tu commences finalement à, on va dire, ouvrir un petit peu les horizons de ton esprit, on va dire ça comme ça, et ben du coup, tu comprends certaines choses. Et pour avoir revu notamment le premier Matrix, il y a quoi, même pas une semaine en fait, avant la sortie de Matrix 4, c'est vrai que j'ai réapprécié voir le premier, que je trouve toujours aussi bon, et surtout, j'ai réapprécié comprendre beaucoup mieux ce qu'on a voulu nous expliquer justement dans ce premier épisode. Et pourquoi en fait je l'ai revu, et notamment les deux autres aussi, mais c'est surtout le premier qui m'a vraiment le plus marqué, et encore même avec cette nouvelle relecture, parce qu'en fait Matrix 4, vous allez voir qu'il y a énormément de références au premier, et je dirais même de toute façon en fait, c'est un melting pot, c'est un pot pourri de plein de choses que l'on a vues dans les premiers Matrix, avec parfois même des petites surprises, des surprises auxquelles tu ne t'attends pas forcément, et je pense que ce sont surtout des clins d'œil où tu vas te dire « Ah ouais, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal ». On y reviendra dans la section spoiler bien sûr, mais surtout, le film interroge sur une chose. Est-ce que c'était nécessaire de le faire ? Est-ce que finalement ce quatrième épisode était nécessaire? Même encore maintenant, après avoir dormi, après avoir réfléchi à tout ça, je me dis, est-ce que vraiment on avait besoin de ce quatrième épisode? Parce que, fondamentalement, il n'est pas mauvais. Moi j'ai passé un bon moment. Honnêtement, j'ai passé un bon moment devant. J'ai pas vu les 2h20, 2h30, je sais plus exactement, mais c'est un film quand même relativement long, et je n'ai pas trouvé le temps long parce que la manière dont ils ont, et dont notamment donc Lana Wachowski a raconté cette nouvelle histoire, je l'ai trouvée intéressante. Je trouve aussi d'ailleurs que dans ce film, on est sur une explication beaucoup plus limpide, et même si ça part dans un délire un peu méta, brisage de quatrième mur et ce genre de choses, au global, on a quand même on va dire un film et une œuvre qui est lisible, beaucoup plus lisible qu'à l'époque, et forcément avec des explications beaucoup plus importantes, même si il reste des zones d'ombre. Bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas forcément expliquées, des choses dont on ne sait finalement pas, et notamment de ce qui a pu se passer après les événements de Matrix Révolution, mais je veux dire globalement, vraiment sur l'entièreté du film, on a quand même un film qui est beaucoup plus lisible, qui est beaucoup plus compréhensible, et ça aussi c'est appréciable, et je pense que de toute façon c'était aussi voulu pour qu'on ne puisse pas retomber un peu dans le problème qu'avait eu la trilogie Matrix, c'est-à-dire un film peut-être trop méta, et du coup on comprenait pas vraiment les tenants et aboutissants justement de tel personnage, de telle chose, de telle œuvre, de tel monument, de tel moment de film et ce genre de choses. Donc ça c'est déjà quand même un premier point à signaler pour ce Matrix Résurrection. Alors, difficile de parler du film sans spoiler parce que j'ai envie de dire, dès les 10 premières minutes ça spoil. Voilà, dès les 10 premières minutes ça spoil. Donc je vais faire au plus basique possible, et vraiment on ira beaucoup plus en détail dans la partie spoiler. Pour faire très simple, on se retrouve avec Thomas Anderson qui est devenu programmeur.
de jeux vidéo, et voilà, il est dans sa petite vie de programmeur de jeux vidéo. Bon, c'est une vie finalement assez classique, assez simple, assez basique. Bon, il a pas l'air d'être hyper épanoui, mais il fait son taf, malgré des petites interrogations qu'il se pose, des crises d'angoisse qu'il a, et notamment quand il va voir donc son psy, hein, son docteur, qui lui explique, oui mais pourquoi alors, comment ça se passe, est-ce que vous êtes encore en crise, est-ce que vous ressassez les événements du passé, ce genre de choses. Donc on sent qu'on a un Thomas Anderson qui est finalement un peu détruit de l'intérieur, hein, et qui forcément se pose plein de questions sur ce monde dans lequel il est. Et il va se passer des choses. Il va se passer des choses qui vont forcément, eh bien, le titiller, le bouleverser dans son âme intérieure et dans son être intérieur. Et donc, du coup, eh bien, cet événement et ces événements vont lui faire prendre des bonnes décisions. Alors, à votre avis, pilule rouge ou pilule bleue ? J'arrête ici l'explication du scénario parce que honnêtement, déjà même là, je trouve que j'en ai quand même un petit peu trop dit, mais ça va, vous inquiétez pas, tout va bien, je n'ai pas encore été dans le fond du sujet. Ce que j'ai plutôt apprécié dans ce film, comme je vous l'ai dit, c'est le scénario beaucoup plus explicite et beaucoup plus lisible. Ça, j'en ai parlé juste avant, et je trouve que ça fait partie des choses qui sont agréables pour passer un bon moment et éviter d'être complètement perdu dans quelque chose qui nous dépasse. C'était déjà le cas dans la première trilogie Matrix. Là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus recentré et qui permet de comprendre plus facilement les choses. Autre point, la mise en scène que j'ai trouvé très intéressante. On a des plans qui peuvent vraiment être super sympathiques, et notamment des plans qui vont, là aussi, refaire intervenir le bullet time, qui vont faire réintervenir les chorégraphies de combat et ce genre de choses, même si, autant le dire tout de suite, et il faut mettre un pied dans l'étrier tout de suite, ce film ne va pas vous mettre une claque, entre guillemets, déjà technique, peut-être à part un élément, et ça on y reviendra dans la partie spoil, mais ça vous mettra pas une claque technique comme le premier. On sent que beaucoup de films sont passés après lui. On sent que beaucoup de films ont osé des choses après Matrix, parce que justement, ces films-là ont été inspirés par Matrix. Donc, toutes ces scènes iconiques, toutes ces scènes cultes que vous avez eues dans le 1, le 2, le 3, le fameux combat sur l'autoroute, le fameux combat final du 3, le fameux... toutes ces scènes cultes du premier, avec notamment ce passage dans l'espèce de... Enfin, le combat dans le métro, dans l'immeuble... J'en passe et des meilleurs, bref, hein, vous les connaissez maintenant, tous ces moments-là. Le fameux passage où, justement, il fait ça comme ça, voilà. Bah en fait, dans le film, tu n'as rien de tout ça. Alors, quand je dis ça, il y a des combats, mais on a l'impression que c'est des combats un petit peu vieillots. Hein, on a l'impression que c'est des combats de vieux papis. Hein, alors, il y a des moments où les fights sont vraiment, vraiment cool, et notamment... un fight arrivé à moitié de film à peu près. Toute la dernière partie, notamment toutes les, on va dire, 15-20 dernières minutes du film sont vraiment cool, surtout parce qu'elles font intervenir quelque chose en particulier, et que j'ai trouvé ça là aussi intéressant, c'est bien foutu, mais il n'y a pas la claque de la virtuosité des combats que l'on avait dans le 1, et tout simplement peut-être il y a un manque de surprise à ce niveau-là. Ça par contre c'est quelque chose qui m'a un petit peu dérangé, j'ai été un peu comme ça, je suis resté sur ma faim parce que, alors ça s'explique avec le scénario évidemment, et ça peut se comprendre avec le scénario, mais je trouve que voilà, ça manque de plans iconiques, ça manque de moments cultes comme a su le faire le premier. Est-ce que c'était la volonté de Lana Wachowski de le faire dans ce 4e épisode ? Peut-être pas. Peut-être pas, mais autant tout de suite vous dire les choses, ne vous attendez pas à des combats hallucinants comme ça a été le cas dans la trilogie, ça n'est pas le cas. Il y a des bonnes scènes de fight, mais globalement, si on prend sur la globalité du film, on reste quand même pas mal en retrait vis-à-vis de tout ça, et finalement, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça dans le fond, ça aussi, c'est aussi un élément à prendre en compte. Vous aurez toujours les fameux gunfights en courant sur les murs, en faisant des saltos, des triple loots, se piquer ce que tu veux, mais tu n'auras pas le fight qui va te mettre une claque. Ça, tu l'auras pas. Tu auras le bullet time par contre. Et ça, c'est plutôt aussi, et heureusement, une bonne chose. Bullet time d'ailleurs qui est un élément déterminant dans le scénario du film. J'y reviendrai juste après. Donc il y a ça. On met de côté
Le filtre vert, hein, ça c'était un petit peu la petite subtilité qu'il y avait justement dans Matrix, la trilogie. Hein. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus contemporain, avec justement cette envie de ne plus avoir cette espèce de filtre vert avec cette, on va dire, dénomination de monde réel, monde virtuel et ce genre de choses. Donc c'est pas très très gênant encore une fois. La mise en scène comme je l'ai dit elle est bonne, la direction artistique l'est plutôt bien aussi. Hein. On a parfois des plans justement de caméra qui sont là aussi hyper intéressants, notamment avec parfois du plan large qui fait bien plaisir, qui permettent vraiment de pouvoir voir pas mal de beaux plans sur les environnements et ce genre de choses, même si on reste quand même globalement sur des environnements de ville, de city et ce genre de choses. Donc c'est pas non plus incroyable à ce niveau-là, vous n'allez pas avoir des trucs hallucinants, mais quand même, t'as des plans, notamment sur un truc en particulier, là pareil, j'y reviendrai en mode spoil, qui font vraiment plaisir et qui, limite, donneraient même envie de voir une suite. Hein. Ouais, c'est sûr et certain, parce que je pense fondamentalement que Lana Wachowski a décidé avec ce film de voir si Matrix, c'est toujours aussi... comment dire, ça donne toujours autant aux fans de venir le voir qu'il y a 20 ans. Je pense que c'est totalement prévu pour ça. Je pense que ce film est là pour tester un petit peu justement les fans, pour voir si justement ils ont envie de voir une suite et ils ont envie de voir une nouvelle trilogie. Ça se sent, on sent que le film il est là pour ça, avec une fin finalement logique dans ce qui est proposé, et notamment vis-à-vis du scénario. Donc voilà, on est sur quelque chose, on est sur un film finalement qui ne surprend pas. Il ne surprend pas, et en même temps, il surprend sur plein de choses, parce que c'est à la fois une critique sur son existence lui-même, c'est-à-dire que le film se critique lui-même d'être le film numéro 4, il se fait une critique de lui-même tout au long du film, et notamment dans la première partie du film, limite en se demandant pourquoi ils en ont fait un quatrième. Donc le côté méta, vous l'avez, peut-être un peu trop, c'est vrai, mais en tout cas ce côté méta, où justement où on brise le quatrième mur, il y a ce côté-là justement qui est raconté. Donc c'est vrai que du coup, le scénario au début est très surprenant dans la manière dont il raconte les choses, mais encore une fois, ce n'est pas un film qui deviendra culte. Ce n'est pas un film qui sera comme le premier, c'est-à-dire mettre vraiment la pierre angulaire justement d'un nouveau triptyque et de quelque chose qui va devenir exceptionnel. Je suis vraiment pas sûr de cela. Et définitivement, c'est un film qui va diviser. Hein. J'ai vu notamment le tweet de JDG qui a trouvé le film infect. Mais alors vraiment infect, il s'est vraiment fait chier, mais alors un truc de fou. Mais je pense que le film, il est là pour ça. Il va diviser. Et pour résumer en fait ce qu'est Matrix Résurrection, c'est un Matrix qui n'en est pas un. Réfléchissez à ça. Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures. Mais réfléchissez à ça. C'est un Matrix qui n'en est pas un. Honnêtement, c'est là tout le paradoxe de ce film. Donc oui, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Moi, j'ai passé un bon moment. Mais je reconnais honnêtement que si ce film n'avait pas existé, je ne l'aurais pas demandé. Définitivement, je ne l'aurais pas demandé, puisque ce qui a été vu, ce qu'on a vu, c'est finalement assez classique dans le fond, et il est peut-être devenu finalement un film classique par rapport au film iconique qui a été représenté notamment sur la trilogie précédente, et notamment par le premier, et c'est peut-être ce statut aussi finalement de film iconique devenu un classique, mais classique pas dans le sens où il est indispensable, mais classique dans le sens où finalement on a l'impression que les codes du film et du cinéma sont respectés et ça va jamais au-delà. À part, comme je vous l'ai dit, le côté méta qui peut être à la limite, un peu plus intéressant pour certains et certaines. Voilà. Bon. On va partir dans la section spoil. C'est parti. Donc évidemment, si vous regardez cette partie spoil, c'est que vous n'avez pas envie. Enfin, c'est que vous avez envie qu'on vous raconte tout et que vous en foutez même à la limite si vous n'allez pas voir le film. C'est parti, on y va. C'est un film qui fait plein de clins d'œil
énormément de clins d'œil au premier, au deuxième, au troisième, et tu vas en avoir à l'appel. Le fameux chat, le principe de déjà vu, hein, le côté bug de la matrice, tous ces moments où tu vas avoir notamment des musiques tirées des premiers, notamment on l'entend quand Keanu Reeves, enfin Thomas Anderson du coup, travaille sur son ordinateur, parce qu'il travaille sur un jeu vidéo qui s'appelle Binary, binaire, hein, 0, 1, comprenez déjà la vanne hein, derrière, hein, évidemment. Et du coup, il travaille sur ce jeu, mais au fond, il a travaillé sur une trilogie. Et cette trilogie s'appelle Matrix. Donc en fait, le film, c'est avant tout au début de ce que l'on raconte, c'est un gars, un programmeur de jeux vidéo qui a travaillé sur une trilogie Matrix. Voilà. Et il a envie de faire Matrix 4, mais Enfin, il a envie. C'est pas vraiment son envie, mais par plein de moyens qui vont se faire, eh bien, malgré lui, on va lui parler de Matrix 4, du développement de Matrix 4, alors que lui se dit mais non, moi c'est pas ma volonté tout ça et tout ça, alors que au fond il savait quand même ce qu'il faisait, donc en laissant notamment des fameuses portes ouvertes dans certains programmes, notamment avec le fameux modal. Bon ça vous verrez le film, vous comprendrez pourquoi je parle de modal, qui justement l'invitait à aller le chercher, à aller le retrouver, parce que au fond de lui, il sait qu'il s'est perdu et il sait qu'il n'est pas dans la vie réelle, en tout cas telle qu'il le conçoit. Parce que, en effet, quand j'ai vu notamment que Durandal en avait parlé, qui avait dit que possiblement il était lié aux machines et que les machines lui faisaient miroiter une vie de rêve, etc., etc., en fait, il avait quasiment raison hein, sur ce point, avant même d'avoir vu le film, hein, parce qu'en fait, c'est ça. Enfin, c'est plus ou moins ça en tout cas. Thomas Anderson, donc Neo et Trinity, maintenant on va parler des noms classiques, mais Neo et Trinity, en fait, ils ont été donc remis à la vie, tout simplement. Alors pourquoi, comment, ça vous le verrez, mais ils ont été remis à la vie, et on apprend en fait finalement que quand Neo et Trinity sont très proches les uns des autres, ça fait des dégâts, mais il faut pas qu'ils soient trop proches, parce que sinon, enfin, quand ils sont trop proches, ça fait des dégâts, mais quand ils sont suffisamment proches, mais pas trop, ça permet finalement de pouvoir, entre guillemets, limiter la casse et de pouvoir faire en sorte que le monde fonctionne ainsi, et le monde notamment des machines fonctionne ainsi, parce que on se rend compte que dans le film, Sion n'existe plus, ou en tout cas ils en parlent, mais ils vont pas dans le détail de justement de tout cela, donc tout ce qu'on sait, c'est que au final, Sion, quand il y a eu les événements notamment de Matrix Révolution, eh bien les machines ont commencé à se battre entre elles parce que justement elles ont été un petit peu. On a l'impression qu'ils ont voulu dire que les machines avaient une espèce de conscience, un espèce de libre arbitre qui leur a permis finalement de réfléchir sur leur pas leur consistance, mais le fait qu'elles existent, hein, tout simplement, et donc du coup on commençait à se foutre la gueule, tout simplement, et donc tu as dans le film des machines qui viennent rejoindre donc le rang des résistants, parce qu'il y a toujours en fait ce principe justement de résistance de ces gens qui veulent toujours donc être dans le monde réel, le vrai monde réel bien sûr. Et alors ça c'est très étonnant d'ailleurs, hein, parce qu'on en voit plusieurs donc justement de ces machines qui passent du côté du côté des résistants en l'occurrence. C'est vrai qu'au début c'est un peu surprenant, mais bon écoutez pourquoi pas, hein, ça fait partie du côté méta du film. C'est vrai que c'est la manière dont c'est raconté, c'est plutôt intéressant. D'ailleurs quand on va voir du coup la nouvelle ville entre guillemets qui est créée, c'est Ion ou Io, et je sais plus exactement le nom, c'est super beau, c'est vrai. Alors c'est très robotisé, hein, c'est très robotique, c'est très industrialisé, avec notamment tout ce qui concerne la technologie et ce genre de choses, où on va retrouver notamment cette fois-ci la chef de cette immense ville qui est Niobe. Eh oui, Niobe, je l'ai reconnu direct, hein. Je me suis dit, oh, toi, t'as un personnage qu'on a vu déjà avant. C'est Niobe, voilà. Et Niobe qui a d'ailleurs pris, alors qui a pris un sacré coup de vieux, évidemment, mais qui surtout, au début, est pas super cool, hein. Elle a une vision, en fait, des choses qui est finalement assez pragmatique, hein, dans le fond. Mais tu te dis, elle est pas super gentille, hein, finalement. Donc là aussi, pareil, ça surprend. Bien sûr. J'ai aussi apprécié, et ça c'est quelque chose aussi qui est plutôt intéressant, c'est toute la partie finalement où Neo sait que Trinity elle est là,
Et il sait qu'elle aussi prend la pilule bleue et qu'elle ne veut pas finalement se défaire de ce monde, certes peut-être un monde idyllique pour elle, mais qui ne l'est finalement pas tant que ça, parce que ce monde est régi par les machines, parce que justement, ils veulent que ce soit finalement une espèce de boucle qui se répète, une boucle qui se répète dans le sens où tu te sens bien dans ce monde, prends ta pilule bleue, et tu recommences comme si de rien n'était, etc., etc. Donc, tout ce principe, justement, encore une fois, de pilule bleue, jusqu'au moment où on te dit, tu as le choix, mais en fait, tu sais déjà le choix que tu vas faire, donc en fait, au final, il n'y a pas de choix. Quand, justement, ils prennent la pilule rouge, quand Neo prend la pilule rouge, justement, pour se convaincre qu'au final, ce qu'il est en train de vivre, il le sait que c'est pas réel, et il le sait que tout ça n'est pas pour lui, toute sa vie n'est pas pour lui. Et quand il commence à le comprendre, parce que justement, on a fait venir Morpheus, on a fait venir Bugs, et donc d'autres nouveaux personnages qui sont venus pour justement eh bien, le conforter dans cette idée, c'est là où le film prend un nouveau démarrage, avec notamment cette espèce de dualité avec l'agent Smith, alors qui n'est pas l'agent Smith, enfin en tout cas ce n'est pas le même acteur, hein, Hugo Weaving, puisque il n'avait pas, il me semble que c'est pas qu'il voulait pas, mais qu'au niveau des emplois du temps il pouvait pas parce qu'il y avait d'autres films en cours. Donc du coup le nouveau agent Smith, c'est très bizarre d'ailleurs parce que dès le départ en fait, bah, l'agent Smith c'est le chef et en même temps le pote de Thomas Anderson, alias Neo. Parce qu'il travaille dans la même boîte, parce que c'est lui le patron justement de la boîte de jeux vidéo et tout ça. Donc c'est très bizarre au début, tu te dis mais alors ils sont potes, ils sont pas potes, qu'est-ce qui se passe? Et en fait tu te rends compte qu'il y a un moment donné, non, hein, le vrai agent Smith se révèle, et là notamment quand tu es dans l'espèce d'immeuble qui commence à péter dans tous les sens parce qu'il y a une alerte. T'as Neo qui va dans les toilettes parce qu'il reçoit un message en disant si tu veux connaître la vérité, va dans le couloir, enfin prends la porte après le couloir. On a donc un Morpheus qui n'est pas Morpheus là non plus, hein, qui est totalement différent. Un Morpheus d'ailleurs, je trouve complètement absent. Dans ce film, il est complètement absent. Il n'a pas une place prépondérante justement dans ce film. C'est très très bizarre d'ailleurs parce qu'au final, on apprend que dans le film, le vrai Morpheus est mort hein, déjà avec ce qui s'est passé, parce qu'il se passe en fait quelque chose. On t'explique que il s'est passé dans le monde quelque chose qu'il n'a pas voulu croire que ça arrivait, et donc du coup il s'est fait dézinguer, il s'est fait déglinguer. Mais il a été érigé en tant que Dieu absolu, ou en tout cas en tant que maître incontesté et incontestable justement de la résistance. Et donc du coup, on a une espèce d'ersatz de Morpheus hybride entre un agent et des parcelles de ce qu'était Morpheus à l'époque. Alors vous allez me dire, oh, je comprends plus rien, Bibi. Je comprends plus rien déjà. Tu m'expliques. C'est pour ça que je vous dis, si vous vraiment voulez aller voir le film, allez-y. On explique quand même beaucoup mieux que moi en l'occurrence, mais j'essaye aussi de vous expliquer du mieux possible sans que je puisse vous montrer des choses. C'est compliqué, et surtout pour un film comme Matrix, hein, ça c'est très très compliqué. Donc du coup, cette espèce de mélange hybride de Morpheus, agent, mais pas trop, c'est pas le meilleur personnage du film finalement. Je trouve qu'il est relativement absent. Et donc quand on arrive, je reviens donc du coup sur cette attaque de l'immeuble, où tu as donc du coup l'agent Smith qui voit le flingue par terre, qui commence à le reprendre, on sait pas pourquoi. Il commence à se souvenir en fait tout simplement eh bien, de l'animosité qu'il a envers Anderson. Et donc là du coup il commence à dire Monsieur Anderson. Et là il commence. Et franchement, honnêtement, l'acteur qui joue du coup le nouvel agent Smith, je le trouve super cool. Et il a vraiment il a un truc. Hein. Très clairement il a un truc qui fonctionne bien. Donc du coup l'agent Smith est là. Et en même temps, il est pas trop là. C'est d'ailleurs la surprise du film. Les agents ne représente finalement que 20% du film. Honnêtement, t'en vois au début, un peu au milieu justement avec Smith, et c'est tout. Et un peu à la fin. Par contre, ils ont intégré des choses. Ils ont intégré notamment des bots. Alors, pour faire simple, les bots, qu'est-ce que c'est ? En fait, tout simplement, c'est des gens donc, qui font partie de le truc virtuel, hein, du monde virtuel dans lequel ils sont. Et en fait, tout simplement, les gens, ce sont des bots, donc qui peuvent être, entre guillemets, contrôlés pour qu'ils se jettent sur les ennemis, pour les tuer ou quoi que ce soit. C'est comme un mode horde avec des films de zombies ou des jeux de zombies. C'est la même chose.
Notamment dans le dernier quart du film, vous avez donc ce fameux passage où Neo doit convaincre Trinity qu'elle doit s'extirper de ce monde dans lequel elle est prisonnière, donc ce monde virtuel voulu par les machines, parce qu'ils les ont recréés en l'occurrence. Donc ça, c'est vrai que c'est un moment qui fonctionne bien. Toute la bataille justement sur autoroute fonctionne bien, et c'est là où tu as tous les bots qui commencent à tomber des immeubles et tout, c'est vraiment bien foutu, et je trouve que ça apporte un plus en termes de background du film, plutôt que de se limiter à t'as Neo, Trinity, Morpheus et les agents. Là, t'as Neo, Trinity, Morpheus, les nouveaux, hein, Bugs, etc., etc. Il y a tous les noms, je les connais plus. Mais Bugs, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le personnage de Bugs, qui je trouve a un intérêt véritablement, et peut-être, pourquoi pas, un intérêt dans les prochains films, s'il y en a. Et donc du coup, tu as ces personnages-là, plus donc du coup les agents, plus les bots, plus les exilés. Et les exilés, alors ça, ce passage, il est excellent, parce que les exilés, en fait, ce sont tout simplement les ennemis que l'on a vus dans Matrix Reloaded avec le mérovingien, qui du coup, il ne ressemble plus à rien, mais pareil, alors là, il te balance insulte sur insulte, c'est très surprenant d'ailleurs, mais en fait, quand tu as vu Matrix Reloaded et Révolution, bah, tu comprends pourquoi, évidemment, et notamment de ce fameux passage où il insultait dans un calme olympien, c'était incroyable. Et bah là, en fait, c'est la même chose, sauf qu'en fait, il se rend compte que bah, c'est plus le mérovingien comme à l'époque où il était super classe, machin et tout ça, parce que c'était sa vie qu'il avait à ce moment-là précisément, dans cette espèce de vie virtuelle, sauf que là, ici, il se rend compte que bah, finalement, tout ça a changé, et que bah, c'est à cause de Neo. Voilà, c'est à cause de Neo et de tout ce qu'il a fait, donc notamment dans la première trilogie. Donc ça aussi, j'ai trouvé ce passage vraiment pas mal. Donc les exilés aussi, qui sont du coup des ennemis plus puissants que les ennemis de base, donc c'est-à-dire les bots, tout simplement. Donc il y a toujours ce rapprochement et cet attrait avec l'informatique, hein, la technologie. Quand on dit par exemple pour reconstruire Neo et Trinity, ils ont dû justement récupérer le code source, ça a été compliqué, mais ils ont réussi, etc., etc. Bon voilà, enfin ce genre de choses. Et puis, il y a eu aussi un autre événement, un autre élément que j'ai bien aimé, et c'est peut-être l'événement, en tout cas le plus marquant en termes techniques. Et encore, je mets des gros guillemets par rapport à ça. Tout d'abord, c'est notamment la métamorphose de Morpheus en plein d'espèces de billes qui, je trouve, le style est plutôt bien foutu. Hein. C'est donc un personnage rempli de billes, en fait, tout simplement. Et qui fonctionne bien là aussi. On voit notamment que c'est la même chose pour l'informaticien de la ville de Lyon. Enfin, de Yo ou d'Ion, je ne sais plus le nom, mais de la nouvelle ville en l'occurrence. Et surtout, bah, c'est tout le passage avec le psy, qui est en fait... Alors, est-ce que c'est lui l'instigateur de tout ça, celui qui a finalement tout rebranché pour relancer une nouvelle partie? Apparemment non. Apparemment c'est encore en haut que ça s'est décidé, c'était pas vraiment lui, apparemment. Mais il a du coup une place importante dans le scénario, donc joué par Neil Patrick Harris, que je trouve d'ailleurs très très bon acteur, hein, là de ce point de vue-là très bon sur plein de points réellement, et je trouve qu'il joue vraiment bien. Et il y a tout un passage en bullet time justement où toute la partie où Neo essaye justement de sauver Trinity d'une balle qui va arriver vers elle, et bien en fait tout ce moment-là c'est maîtrisé par lui qui maîtrise le bullet time, c'est-à-dire qu'il le lance comme il le veut pour ralentir à fond. C'est comme en fait Flash dans Batman v Superman. Certes, c'est différent, mais enfin Batman v Superman, la Justice League, pardon. C'est pareil en fait. Tu vois qu'ils sont tous comme ça au ralenti, sauf qu'en fait, ben justement l'analyste, enfin le psy. Lui, il peut bouger comme si de rien n'était. Donc, c'est-à-dire que tu comprends qu'il maîtrise le bullet time, lui, mais il peut bouger de manière normale, complètement normale, parce qu'il n'est pas altéré par le bullet time. Donc ça, c'est très impressionnant, honnêtement, parce que du coup, on a un effet visuel qui fait qu'on a le ralenti de Neo qui bouge de très 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 lentement, et lui qui bouge de manière beaucoup plus dynamique. Par contre, je trouve que ça rend pas bien à l'image. Si vous allez voir le film, vous verrez, mais je trouve que ça rend pas bien à l'image, parce qu'on a l'impression que du coup, c'est saccadé. Voilà, il avance de manière saccadée, comme on faisait dans les années 90, justement avec un effet pas très très joli, je trouve. Alors, est-ce que c'était voulu ?
peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est surprenant, vraiment. Mais c'est peut-être le seul réel élément technique où tu vas te dire « Ah ouais, c'est pas mal quand même, c'est bien foutu ». Mais encore une fois, je le redis, ne vous attendez pas à ce que ce soit un film qui va mettre tout le monde d'accord sur la technique et les plans techniques comme c'était à l'époque de la trilogie. De mon point de vue, je trouve qu'on en est quand même très 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 loin, même si les pouvoirs de Neo, notamment avec cette espèce d'onde de choc qui balance, qui du coup est beaucoup plus puissante, apporte quand même sa petite pierre à l'édifice, ça c'est sûr. Donc voilà, il y a plein d'éléments comme ça. Je citerai aussi à la fin Trinity qui vole. Voilà, en fait, tu te rends compte que Neo, bah, il a plus ses pouvoirs, ou en tout cas, il en a perdu au moins 90%, hormis sa puissance absolue. Mais du coup, bah, en fait, tu te rends compte que quand les deux se jettent dans le vide à la fin, parce que justement, le rêve s'arrête là pour Trinity. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est la musique. Alors, autant la musique dans tout le long du film est assez conventionnelle. On est loin quand même de ce qui était fait notamment par John Davis, il me semble, si ma mémoire est bonne. Donc, elle est bonne, hein, mais elle est conventionnelle. Voilà. Par contre, la musique de ce moment-là et la musique du générique de fin, elle est excellente. C'est la meilleure. Pour moi, c'est clairement la meilleure musique. Quand vous l'écouterez, vous me direz, oui, ok, je comprends. Et donc, du coup, il se jette dans le vide et t'as Trinity qui récupère, enfin, qui prend la main de Neo et qui vole. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'au travers de ce film, on a voulu dire, non mais en fait, vous pensiez que Neo c'était l'élu pendant les 3 films, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'était Trinity. Voilà, c'est parce que Trinity a cru en lui que c'était l'élu, lui du coup il a cru que c'était l'élu, mais en fait c'était pas lui. Là on te dit dans le film que c'est Trinity. Enfin, on te fait comprendre que c'est Trinity. Alors bien sûr, il y a plusieurs lectures, hein, évidemment, peut-être que tout simplement, c'est juste que elle le croit tellement qu'elle l'est, puisqu'après, de toute façon, les deux volent à la fin, on les voit s'envoler tous les deux, donc après, on comprend que finalement, peut-être les deux sont les élus. D'ailleurs, elle est ultra classe à la fin, elle a vraiment son costume à la fin, qu'on ne voit qu'à la fin. Eh oui, elle n'a le costume final de Matrix qu'à la fin. C'est très regrettable, hein, j'aurais voulu en profiter un peu plus, parce que c'est vraiment ultra badass. Et puis du coup, bah voilà, ils ont été à la fin, faire un peu la morale à l'espèce de psy. Oui, il faut que les gens gardent leur libre arbitre, ils sont libres de faire leur choix, et blablabla, et blablabla. Enfin bref, ce genre de discours un peu mélodramatique qui, je trouve, n'avait pas vraiment sa place dans un film comme Matrix. Certes, ça fait partie du libre arbitre, mais bon, est-ce que ça c'était voulu le speech comme ça du oui, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Oui, bon, on sait, oui, on le sait, mais peut-être pas besoin de le dire, quoi. On l'a compris finalement avec ce film. Et ensuite, il s'envole et c'est fini, c'est parti. Merci, au revoir. Voilà, fin du spoil. Je pense qu'on va pas aller plus loin. Ça fait déjà quand même beaucoup trop de temps que j'ai passé sur cette critique de Matrix. Pour conclure, c'est un film que j'ai apprécié. C'est un film sur lequel je me suis pas ennuyé, que j'ai plutôt apprécié globalement, mais définitivement, enfin qu'on soit bien clair, c'est pas indispensable. Il est absolument pas indispensable. Il en fait parfois des caisses, il en fait parfois un petit peu trop, même si j'ai bien aimé son côté finalement un peu cassage de quatrième mur et un peu ce truc un peu méta où il se fout finalement lui-même de sa propre existence. Mais je trouve qu'on est quand même à milieu de ce qu'avait fait notamment, du propos qu'avait fait la première trilogie. Ça manque de combats épiques et cultes, réellement, hormis peut-être donc le quart final du film, mais ça manque clairement de combats cultes que vous n'aurez pas. Hein, je vous le dis tout de suite, vous ne les aurez pas. On dirait parfois un combat de papy. Et puis, le fait que, voilà, mise en scène, elle est bonne, l'histoire est intéressante, elle est mieux racontée et du coup mieux expliquée. Mais je persiste à me demander à quoi sert ce film ? À quoi sert ce film ? Est-ce que l'on avait besoin d'un quatrième ? Moi, de mon point de vue, non, en fait. Parce que j'ai presque l'impression qu'il raconte des choses intéressantes et qu'en même temps, il ne raconte rien. Donc en fait, est-ce qu'il sert à quelque chose ce film ? Je me pose encore la question, honnêtement, je me pose vraiment la question.
J'ai l'impression que c'est comme les épisodes retour, tu vois, notamment de films comme Indiana Jones, Jurassic World et d'autres, voilà, qui reviennent. Voilà, c'est des films qui tentent de revenir, mais on se demande pourquoi. Eh ben, Matrix Résurrection, c'est ça. Ce qu'il fait, il le fait bien, mais il perd son statut de film culte de l'époque en devenant, je dirais même, un film classique, un film d'action classique, sans esbrouf, sans ce petit côté, tu vois, en plus qu'avaient les Wachowski, justement. C'était peut-être voulu. C'était peut-être voulu. Et si c'est voulu, ben, tant mieux. Mais je m'adresse vraiment à vous, là, clairement. Attention. Comme je vous l'ai dit, c'est un film Matrix qui n'en est pas un. Maintenant, avec tout ça, vous pouvez aller voir le film tranquillement. Et je refais juste un petit passage spoil vite fait. C'est bon? Vous êtes là? C'est bon, je peux y aller? J'y vais. Regardez tous les détails du film. Regardez les miroirs. Regardez tous les éléments qu'il peut y avoir. Hein, des objets, des personnages qui bougent. Notamment les miroirs. Regardez les miroirs et vous verrez. Il y a des choses qui expliquent pourquoi finalement Neo n'a pas vieilli, alors qu'en fait dans le miroir, c'est différent. Fin du spoil, et cette fois-ci terminé. Merci beaucoup, merci de m'avoir écouté. Alors 35 minutes, 36 minutes même, hein. Désolé, mais bon, avec Matrix, il fallait quand même en parler beaucoup. Merci infiniment, des bisous et à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, paix, sérénité, force sur UCS et vive le cinéma. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.